Bienvenue en Russie. Nous sommes à Moscou, à la gare de Kazan, point de départ de notre voyage à bord du train, sur la ligne du Transsibérien qui va nous amener d'abord à Ekaterinbourg, dans l'Oural, à 1417 km de Moscou. Avant de débuter ce long voyage, il est indispensable de visiter la capitale, Moscou. Avec une superficie de 1000 km², c'est la plus grande ville d'Europe. Elle compte 12 millions d'habitants. La croisière en bateau sur la Moskova est un bon moyen de débuter la visite. Sur la gauche, la cathédrale du Christ Sauveur, puis le gigantesque monument de Pierre le Grand, haut de 98 mètres, érigé en 1997 pour commémorer le 300e anniversaire de la flotte russe. Le monument initial avait été réalisé pour le 500e anniversaire de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Suite à de nombreux problèmes, la tête fut remplacée par celle de Pierre le Grand et placée sur une île artificielle au bord du fleuve. La place Rouge est le cœur central de la ville. D'une surface de 52 000 m², elle concentre les plus beaux bâtiments de la Russie impériale. Au nord de la place, le musée historique d'État construit en 1883 par le tsar Alexandre III. Il renferme des objets de collection qui se comptent en millions et qui furent acquis par la dynastie des Romanov. Proche du musée, les portes de la Résurrection sont d'anciens vestiges de la muraille de la ville. Détruites sous Staline, elles furent reconstruites dans les années 90. La cathédrale de Kazan, également détruite à l'ère stalinienne pour des raisons idéologiques, gênait le passage des chars lors des parades militaires. La ville de Moscou entreprendra sa reconstruction en 1990. Dans son prolongement, le fameux magasin GUM se dresse fièrement ici depuis 1893, face au mur du Kremlin. Sa construction massive est constituée de marbre, de grès et de granit. Proche des remparts du Kremlin se dresse le mausolée de Lénine. C'est ici que repose depuis 1924 le premier dirigeant de l'Union soviétique. Au sud de la place s'élève la cathédrale Basile le Bienheureux, construite par Ivan le Terrible en l'honneur de ses victoires sur les Tatars en 1552. L'édifice religieux comprend un important nombre de clochers et de chapelles richement décorés d'icônes. Cela est dû au désir du tsar de vouloir honorer chaque saint dont le jour correspond à une victoire lors de la guerre contre les Tatars. Selon la légende, le tsar fit crever les yeux de son architecte pour qu'il ne reproduise pas ailleurs ce chef-d'œuvre. Ce magnifique ensemble est comparé par certains moscovites à un paquet de berlingots. Devant la cathédrale, une tribune circulaire qui servait au XVIe siècle au déroulement de la cérémonie annuelle du Dimanche des Rameaux, cet édifice évoquant le Golgotha. Plus tard, elle servit de lieu à la proclamation des oukases du tsar. Le Kremlin, la partie la plus ancienne de la ville, est le siège du pouvoir russe depuis des siècles. L'enceinte, d'une longueur de 2 km, possède 20 tours, toutes différentes, qui ont la particularité de posséder chacune un nom. Sur les remparts, une curiosité, les créneaux en forme de queue d'hirondelle qui rappellent certains châteaux italiens. Ouvert au public depuis 1955, c'est ici que s'élèvent les plus prestigieuses cathédrales orthodoxes. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de l'Archange Saint-Michel abrite une cinquantaine de tombeaux princiers, dont celui d'Ivan le Terrible. C'est dans la cathédrale de la Dormition que l'on retrouve son trône en bois ciselé, daté de 1551. La cathédrale de l'Annonciation possède une galerie qui servait de narthex
permettant aux femmes venant d'accoucher et aux criminels d'assister aux offices. L'église de la déposition de la robe de la Vierge fut construite en 1484 pour fêter le départ des Tatars qui occupaient Moscou. L'ensemble du clocher d'Ivan le Grand, composé de 3 tours datées de 1505, est dû à un architecte italien. Elle évoque les campaniles. Au Kremlin, le roi des canons, réalisé en 1536, est d'un diamètre de 1,20 m, calibre 86, et d'un poids de 40 tonnes. La tour Saint-Sauveur est l'endroit par lequel le tsar sortait du Kremlin. En 1624, elle sera surélevée et on y ajoutera un carillon de 25 tonnes. Proche de la place Rouge, au pied des murs du Kremlin, à toutes les heures de la journée se déroule la relève de la garde près de la tombe du soldat inconnu mort en 1941. La flamme éternelle brûle en permanence au centre d'une étoile à 5 branches qui éclaire l'inscription « Inconnu est ton nom, immortel ton exploit ». La place du Manège doit son nom à l'immense manège de style néoclassique construit en 1870. C'est un lieu fort prisé par les touristes et les moscovites. Une coupole de verre abrite un luxueux centre commercial. Saint-Georges et le dragon, emblème de Moscou, dominent la coupole. Sur les bords de la Moskova, la cathédrale du Christ Sauveur, érigée de 1839 à 1883 pour commémorer la victoire de la Russie sur Napoléon Ier. C'est la plus haute église orthodoxe du monde. Rasée par Staline en 1931, elle fut remplacée par une immense piscine populaire. Reconstruite en 1994 grâce à une souscription et consacrée le 31 décembre 1999, la cathédrale peut contenir jusqu'à 10 000 personnes. Près de la cathédrale, un monument dédié au tsar Alexandre II, dit le tsar libérateur, en raison des réformes démocratiques lancées dans les années 1860 et qui lui coûteront la vie 20 ans plus tard. Les édifices de l'époque stalinienne retiennent encore l'attention de nos jours. Les Stalinki, ou immeubles staliniens, hébergeaient l'élite de la nation. La Loubianska est un célèbre bâtiment qui abrita le quartier général du KGB durant l'ère soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, Staline projeta la construction de 8 gratte-ciel afin de symboliser les 800 ans de la capitale russe. 7 furent finalement achevés. On surnomma l'ensemble les 7 sœurs. L'un des 7 gratte-ciel abritait le ministère des Affaires étrangères. C'est Staline personnellement qui exigea la flèche au sommet. L'édifice de pierre étant déjà d'un poids important, elle sera réalisée en métal et peinte en imitation pierre. L'hôtel Métropole servit de maison des soviets en 1918. Une citation signée Nietzsche figure sur le fronton du 2e étage. C'est encore une vérité ancienne d'affirmer que construire une maison nous apprend quelque chose. Avec sa façade monumentale à 8 colonnes surmontées d'un fronton triangulaire, le Bolchoï est sans doute l'un des plus fameux théâtres du monde. Au-dessus du fronton,
un imposant quadrige d'Apollon. Les plus grands artistes, chefs d'orchestre, danseurs, chanteurs s'y produisent. Célèbre à travers le monde pour la beauté de ses stations, le métro de Moscou transporte ses passagers depuis 1935. Au fil des années, il est devenu l'un des plus grands et des plus fréquentés du monde. L'architecture de style impérial stalinien, conjuguée à de magnifiques mosaïques, marbre, bronze et dorure, en font un vaste musée souterrain. Une petite astuce pour les étrangers afin de ne pas se perdre dans les directions. Si un homme annonce le trajet, le métro part en direction du centre. Si c'est une femme, il part en direction de la banlieue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le métro servit d'abri anti-aérien. Il peut de nos jours servir d'abri anti-atomique. De retour à la gare de départ, c'est de Moscou que partent tous les trains circulant sur la ligne de Transsibérien. Ce réseau des chemins de fer russes, qui relie Moscou à Vladivostok, parcourt plus de 9200 km. Notre prochaine étape est la ville d'Iekaterinbourg, à 1816 km de la capitale. Dans la nuit, nous passerons la ville de Perm, qui de 1940 à 1957 s'appelait Molotov, en l'honneur de Vyacheslav Molotov, personnage politique russe. Le cocktail Molotov lui doit son nom, mais il n'en est pas l'inventeur. En fait, ce sont les soldats finlandais qui, lors de l'invasion de leur pays par les soviétiques en 1939, donnèrent le nom au dispositif incendiaire qu'ils utilisaient contre les Russes. Le lendemain, un arrêt dans une gare permet aux voyageurs de se détendre et de profiter du soleil. La ligne du Transsibérien traverse 990 gares. Il faut une semaine au départ de Moscou pour rejoindre Vladivostok. La majorité de la population se concentre le long de cette voie mythique qui fait partie de leur vie quotidienne. Nous arrivons à Iekaterinbourg, en Sibérie occidentale, dans l'Oural. Nous sommes à 1417 km de Moscou. C'est la 4e ville de Russie, un centre culturel important de l'Oural. La ville jouit d'un climat agréable en été, mais il est assez court. L'hiver, la neige recouvre le sol 160 jours par an, de la mi-octobre à la mi-avril, et les températures peuvent facilement atteindre les moins 40 degrés. À la belle saison, les habitants profitent des jardins et du canal de Lissette. La tour Vysotsky est le gratte-ciel le plus haut de Russie en dehors de Moscou. Il culmine à 188 mètres. Iekaterinbourg est une ville prospère où l'Est rencontre l'Ouest, une fenêtre ouverte sur l'Asie, symbolisée par le monument Europe-Asie situé à 40 km de la ville, marquant le point de rencontre de deux continents. L'endroit est prisé par les touristes. Le socle du monument fut construit en granit provenant de deux points extrêmes de chaque continent. Côté Asie, la pierre vient du cap Djenef, situé sur une péninsule du détroit de Bering. Côté Europe, la pierre provient du Cabo da Roca, au Portugal. De nombreux jeunes mariés viennent ici pour mettre un pied en Europe et un autre en Asie, et pour nouer un ruban autour d'une branche d'arbre, tout un symbole. L'église de tous les saints est un symbole incontournable de Iekaterinbourg. Elle fut construite à partir de l'an 2000 sur l'emplacement de la villa Ipatiev, réquisitionnée en 1918 par les bolcheviks
pour y emprisonner le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra, leurs enfants et leurs derniers domestiques. Le 17 juillet de cette même année, ils furent réveillés et conduits à la cave pour y être exécutés. Les corps seront transportés vers une fondrière à l'extérieur de la ville. Après leur béatification, l'Église orthodoxe construira dans ce lieu 7 églises en bois, dont l'une compte 17 coupoles. Une particularité liée à la date du 17 juillet, jour anniversaire de l'assassinat des Romanov. Retour à la gare pour le départ à destination de Novosibirsk, situé à 2814 km de Moscou. La gare, construite en 1900, reste l'un des monuments phares de la ville. La vie dans le train pendant ce long voyage donne lieu parfois à des rencontres exceptionnelles. Maurizio est italien, joueur de flûte dans un orchestre. Il nous offre un petit récital. Puis c'est le tour de Morim de nous interpréter un chant diphonique. Ce type de chant est pratiqué depuis les temps les plus anciens dans diverses musiques traditionnelles du monde et plus particulièrement en Haute-Asie. 마윤너이다 주웬송로 샹가르 주단 나트 사룬 삭득 출루 주란 슌메 슌메 기다름 마신너이다 예자 주웬 샹가르 레가람 마신너이다 자바가드 자이르 우와 우와야 우와 우와
Une nouvelle nuit dans le train. Lors d'un arrêt, les voyageurs découvrent sur un quai le train Saint-Lucas, un train pas comme les autres, comprenant un wagon-chapelle et des voitures médicales. Ces voitures-églises sont apparues en 1896 lors de la construction de la ligne Moscou-Vladivostok. Ils permettaient aux ouvriers et au personnel de pratiquer leur culte. Ces wagons étaient pourvus de tous les objets propres au culte orthodoxe et se déplaçaient de gare en gare. Le train hôpital, jumelé avec le wagon-église, parcourt également les zones rurales de Sibérie et offre des soins à des personnes vivant dans les villages les plus reculés. Au sein du convoi, les médecins et infirmières effectuent des prises de sang, des diagnostics, des échographies et des scanners. Ils reçoivent environ 150 personnes par jour. Le voyage continue en direction de la ville d'Irkoutsk. Derrière la vitre, on aperçoit quelques dachas où les citadins viennent passer les week-ends. Irkoutsk, située en Sibérie, avec plus de 600 000 habitants, est la ville la plus peuplée de la région, à mi-chemin entre Moscou et Vladivostok, sur la ligne mythique du Transsibérien. Elle est surnommée le Petit Paris de Sibérie et possède un charme désuet avec ses maisons de bois dentelées. Malgré des incendies successifs, elle a su conserver quelques maisons traditionnelles. À 70 km d'Irkoutsk, les touristes viennent du monde entier pour découvrir le lac Baïkal, un des plus grands de la planète, d'une longueur de 636 km et d'une largeur variant entre 24 et 79 km, un périmètre de 2125 km et une profondeur moyenne de 744 mètres avec un pic de 1642 mètres. En hiver, le lac est gelé et il n'est pas rare d'y voir de petits camions roulant sur la glace. Un endroit incontournable, le marché de Listvianka, petite ville sur le lac Baïkal. C'est ici qu'il faut déguster l'omoul, une spécialité locale de poissons séchés et fumés. Avant de quitter Irkoutsk, un lieu important à visiter, le musée des décembristes, également appelé Maison Volkonsky. En 1825, des officiers aristocrates progressistes s'opposent au tsar Nicolas Ier. Un coup d'État se déroule à Saint-Pétersbourg, rapidement réprimé. 80 d'entre eux sont arrêtés, condamnés aux travaux forcés et déportés en Sibérie. 11 d'entre eux seront suivis par leurs femmes qui s'installent près des bagnes. En 1856, lors du couronnement d'Alexandre II, les officiers sont graciés et libérés. Par la suite, un des décembristes, Sergueï Volkonsky, et son épouse, la princesse Maria Volkonsky, firent construire une maison digne de leur rang dans le village d'Ourik. Ce manoir devint un haut lieu de la vie publique au cours du XIXe siècle. En 1846, la maison fut déplacée et reconstruite dans le centre d'Irkoutsk et deviendra un musée en 1985. À l'extérieur, la statue de Maria Volkonsky, monument élevé en mémoire des femmes décembristes. Coucher de soleil à Irkoutsk, sur la rive de la rivière Angara. Demain, le périple continue en direction d'Oulan-Oudé, capitale de la République de Bouriatie, toujours sur le territoire russe.
Le train va longer le lac Baïkal durant plusieurs heures. La pureté de l'air fait que par temps clair, on peut apercevoir les montagnes situées à 200 km. Le train entre en gare d'Ulan-Ude. Les Bouriates sont un peuple d'origine mongole. La ville est la capitale du bouddhisme tibétain en Russie. C'est un axe ferroviaire important. La ligne du Transsibérien qui dessert Vladivostok continue vers l'est tandis que le chemin de fer transmongol bifurque vers le sud en direction de Ulan-Bator et Pékin. Face à la gare, d'imposantes locomotives anciennes datant de l'époque soviétique. De nos jours, la ville dispose encore d'une grande usine de réparation de locomotives et de wagons. Retour à la gare d'Ulan-Ude. Nous allons circuler sur la ligne du Transmongol. Construite à partir de 1940, la voie est essentiellement unique en Mongolie et se double en Chine. Ulan-Ude se situe à 250 km de la frontière mongole. La ville actuelle représente un important centre industriel, commercial, administratif et culturel en Extrême-Orient russe. La rivière Selenga sépare la ville en deux parties. Dans cette région de la Russie, les hivers sont très froids. La température peut descendre à moins 54 degrés. La neige est présente 2 à 3 mois en moyenne chaque année. En été, la température peut atteindre 35 degrés. Notre prochain arrêt sera Ulan-Bator, capitale de la Mongolie. Une nouvelle nuit dans le train.
le matin, nous découvrons les premières yourtes, l'habitat traditionnel des nomades. Bien que ces dernières années le pays se soit fortement urbanisé, un grand nombre de Mongols continuent à vivre dans les yourtes, que ce soit dans les villes ou dans les villages. La Mongolie est un vaste territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés, avec une faible population d'environ 3 170 000 habitants. Le pays possède très peu de terres arables. Il est principalement montagneux et couvert de steppes. Au sud, le désert de Gobi qui s'étend sur 1 300 000 km² entre la Mongolie et le nord de la Chine. Arrivée du train à Ulan-Bator. La gare est le centre névralgique de la circulation des trains régionaux et internationaux. La place Gengis Khan est l'épicentre de la ville. Elle se présente sur la plus grande partie de sa surface comme une esplanade avec sur le côté est le palais de la culture. Au sud, le Blue Sky Tower, un gratte-ciel de 105 mètres qui abrite un hôtel, des logements et des bureaux. La forme du bâtiment en voile de bateau rappelle un hôtel célèbre de Dubaï. Au centre de la place, une statue équestre représente Damdin Sukh-Baatar, le héros national. Occupant tout le nord de la place, ce vaste édifice est la résidence du président, du Premier ministre et du Parlement. Lors des travaux de restauration en 2006, une statue de Gengis Khan sur son trône fut ajoutée. De nos jours, la place est utilisée pour des manifestations, des cérémonies et même des concerts. Autre lieu incontournable à visiter à Ulan-Bator, le monastère bouddhiste de Gandan de style tibétain. Il fut construit en 1809 et échappa par miracle en 1930 à la destruction ordonnée par le régime communiste. Suite à la révolution démocratique de 1990, le gouvernement décréta que chaque individu retrouvait la liberté de culte, garantissant la sécurité et l'indépendance de tous. Aujourd'hui, le monastère abrite environ 900 moines. À 50 km à l'est de la capitale, en 2008 fut érigée une statue équestre de Gengis Khan en acier inoxydable de 30 mètres de haut. Elle est orientée vers l'est, lieu de naissance du conquérant. Il est possible de pénétrer à l'intérieur de la statue pour se rendre compte des dimensions. Proche des cavaliers mongols, des yourtes sont aménagées avec tout le confort moderne afin d'accueillir les visiteurs.
De retour à la gare d'Oulan-Bator, nous allons entamer la dernière partie du périple ferroviaire pour arriver à Pékin, notre destination finale située à 1167 km. Un musée en plein air présente d'anciennes locomotives restaurées à vapeur et diesel. Ce musée a pour vocation essentielle l'explication historique des événements qui ont marqué le chemin de fer en Mongolie. La ville s'étire d'est en ouest sur une vingtaine de kilomètres au fond de la vallée de la rivière Toula. Avec 1,5 million d'habitants, c'est la plus grande ville de Mongolie. La vie à Oulan-Bator fut bouleversée par un afflux de nomades d'environ 500 000 personnes venues de la steppe. Et la ville a dû enchaîner un nombre important de constructions de logements collectifs en périphérie de la capitale, pour loger toutes ces nouvelles populations. Nous découvrons la cuisine du train. Le personnel prépare le déjeuner. La cuisine est fonctionnelle, bien équipée et la propreté est au rendez-vous. Le wagon-restaurant reste toujours dans tous les trains du monde un lieu convivial. Les voyageurs échangent des impressions et les rencontres effectuées durant le périple. Circulant sur une voie unique en Mongolie, notre train doit laisser passer un convoi transportant du charbon. Un court arrêt dans une gare permet aux voyageurs de se dégourdir les jambes et d'acheter les derniers souvenirs mongols. Le soir, au menu, de la viande de mouton hachée et des légumes frais préparés sur place. Nous nous dirigeons maintenant vers le désert de Gobi, d'une surface de 1 300 000 km². Il s'étend sur la partie sud de la Mongolie et le nord de la Chine. Les paysages sont variés, composés de steppes, d'étendues de pierres et de dunes de sable. Le désert est habité par les nomades. Ici, les températures sont extrêmes. L'été, le thermomètre affiche 40 degrés. En hiver, les températures négatives atteignent moins 25 degrés. C'est d'ailleurs l'un des déserts les plus froids du monde.
Nous passerons une dernière nuit dans le train. À la frontière chinoise, le train s'arrête à Erenhot, une ville chinoise dans le désert de Gobi. Un changement de châssis est nécessaire en raison de la différence d'écartement des rails entre la Mongolie et la Chine. Au petit matin, nous découvrons la campagne chinoise. Le pays est immense, 9 597 000 km², avec une population de 1 398 millions d'habitants, représentant 1/6 de la population mondiale. Malgré la grandeur de son territoire, la Chine ne possède qu'un seul fuseau horaire. C'est le seul pays sur la planète avec l'Inde. Tous les Chinois vivent avec la même heure, mais tous ne parlent pas la même langue. On en recense 80 différentes avec les dialectes. 400 millions de Chinois ne parleraient pas le mandarin. L'écrire est aussi très difficile car l'alphabet n'existe pas. Il n'y a que des idéogrammes, 60 000 environ. Si on ne garde que les idéogrammes les plus utilisés, on en dénombre 10 000. Et il faut au minimum 2 idéogrammes pour former un mot. Nous voici à Pékin, capitale de la Chine, riche de son histoire de plus de 3000 ans. Sa superficie de 16 410 km² compte une population de 22 millions d'habitants. En Chine, un nouveau gratte-ciel est construit tous les 5 jours. La densité à Pékin est de 1340 habitants au km², et ce n'est pas un hasard si la ville détient le record d'un embouteillage qui a duré 12 jours en 2010 et s'étendait sur 100 km. On dénombre 6 périphériques autour de la ville et un 7e d'une longueur de 940 km est en service de nos jours. Nous entrons dans la gare de Pékin. De là, nous nous rendons à la place Tiananmen, dans le centre-ville. D'une superficie de 440 000 m², elle peut recevoir 1 million de personnes. C'est la 6e plus grande place urbaine du monde. La porte de la Paix Céleste, située au nord de la place, commandait l'entrée de la cité interdite. Sur son fronton est accroché un portrait de Mao Zedong. Rappelons que c'est du balcon qu'il proclama en octobre 1949 la République populaire de Chine. À l'est de la place, le musée national chinois. Au centre, le monument aux héros du peuple, symbolisant le respect et le souvenir du peuple chinois envers les martyrs de la Révolution. À l'arrière, le mausolée de Mao Zedong, un monument funéraire qui abrite le corps du dirigeant chinois. Chaque matin, au lever du soleil et chaque soir à son coucher, se déroule la cérémonie autour du drapeau national. De la place Tiananmen, on accède à la cité interdite, le plus grand palais impérial au monde, avec ses 72 hectares, correspondant à 3 fois la surface du musée du Louvre à Paris. Le palais compte 8 728 pièces. Une légende rapporte que le nombre de pièces serait de 9 999, le chiffre 9 étant le symbole de la longévité. De même, on ne pouvait bâtir un palais avec 10 000 pièces,
ce chiffre étant le nombre des appartements réservés aux dieux et qui correspondent à l'infini. Des eunuques étaient affectés aux tâches quotidiennes en relation avec la famille royale. Ils profitaient de nombreux avantages liés à la surconsommation, comme par exemple, l'empereur ne portait jamais la même tenue 2 jours. Elle était à usage unique, ainsi les eunuques récupéraient les vêtements et pouvaient les revendre. Un moyen pour eux de s'enrichir rapidement. Les couleurs ont une grande importance en Chine. Les murs et les toits de la cité interdite sont rouges. C'est la couleur la plus importante qui symbolise le bonheur, la joie, la vitalité. D'ailleurs, en Chine, on se marie en rouge. Les invitations sur papier rouge sont un gage de respect et c'est aussi la couleur du Nouvel An chinois. La cité interdite porte bien son nom. À l'époque des empereurs, son accès était interdit à tous les étrangers. De nos jours, 14 millions de visiteurs viennent dans ce lieu exceptionnel qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sud-est de la cité interdite, à environ 3 km de la place Tiananmen, le Temple du Ciel est le temple le plus connu de Pékin. Il est situé dans un parc de 270 hectares, soit 4 fois la surface de la cité interdite. Ce bel édifice, construit sur 3 terrasses de marbre, sans le moindre clou et entièrement en bois, accueillait les empereurs 2 fois par an lors des solstices d'été et d'hiver. Ils venaient prier pour implorer le ciel de donner de bonnes récoltes. L'entrée était interdite au peuple. Son toit de tuiles bleues symbolise la couleur du ciel. À l'intérieur du temple, au centre, 4 colonnes symbolisent les 4 saisons, puis 12 colonnes les 12 mois de l'année et 12 autres les divisions d'une journée. Les 28 dernières représentent les 28 constellations. Un autre lieu important, l'Autel du ciel. Sa géométrie repose sur le chiffre impérial 9. Il est construit sur une base carrée représentant la Terre. L'autel, de forme ronde, symbolise le ciel. Proche de l'autel, un enclos de 65 mètres de diamètre, le mur de l'écho qui entoure la voûte céleste impériale. À l'intérieur se trouvaient les tablettes du ciel et les tombes des empereurs. De chaque côté de la voûte céleste, 2 édifices comme celui-ci, à l'est dédié au Yang et à l'ouest au Yin. Cet ensemble majestueux de bâtiments dédiés au culte, symbolisant la relation entre la terre et le ciel, le monde des humains et le monde divin, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'extérieur du mur, un genévrier sacré aux 9 dragons de 500 ans. Il doit son nom à son tronc tortueux qui fait penser à des dragons l'escaladant. L'arbre est omniprésent dans la tradition chinoise. Dans les temps anciens, ils étaient sacrés et le peuple refusait de couper certains spécimens à proximité des tombes et des temples. Pour ces croyants, l'âme des dieux résidait dans ces arbres anciens. Au nord-ouest de Pékin, à environ 20 km, se situe le Palais d'été, autre lieu classé par l'UNESCO. Il fut créé entre 1750 et 1764 et couvre une superficie de près de 3 km², dont les 3/4 sont occupés par un lac. Un pont de marbre de 150 mètres possédant 17 arches relie la rive à l'île de Nanhu. Des bateaux naviguent sur le lac pour le bonheur des touristes chinois qui profitent de la saison estivale pour visiter les lieux emblématiques de Pékin.
Les Chinois disposent de 5 jours de congés payés par an avec le week-end, soit une semaine. Ce n'est qu'au bout de 15 années d'ancienneté dans leur entreprise qu'ils auront droit à 15 jours de congé. La colline de la longévité abrite plusieurs palais. Ici, le pavillon des fragrances bouddhiques, une pagode octogonale. Proche de la colline de la longévité se dresse le bateau de marbre, construit partiellement en bois. Il repose sur un socle taillé dans une pierre de 36 mètres de long. La structure fut décorée et peinte afin de lui donner l'aspect du marbre. Une galerie couverte permettait à l'impératrice et à sa suite de se déplacer le long du lac en se protégeant du soleil et des intempéries. Elle mesure 700 mètres de long et est décorée de fines peintures. On en compte 14 000. Elle représente des motifs floraux, des animaux, mais aussi des scènes de la vie quotidienne. Ce chef-d'œuvre de l'art des jardins paysagers, agrémenté de palais et d'édifices traditionnels, est une véritable carte postale de la civilisation chinoise. Autre lieu important, le tombeau des Ming. La porte du palais marque l'entrée du tombeau de l'empereur Yongle. Dans la culture chinoise, les tombeaux ont une grande importance. Ils sont construits sur des modèles impériaux. Selon les rites Ming, les morts ont toujours leur âme et doivent être traités comme des vivants. Le palais de l'empereur Yongle repose sur une triple terrasse en marbre blanc bordée de balustrades. La structure du bâtiment est entièrement en bois. Le plafond à caissons est soutenu par des piliers également en bois. La statue de l'empereur Yongle trône dans le centre du palais. Yongle fut le précurseur de la cité interdite après avoir transféré la capitale de Nankin à Pékin. C'est dans un endroit exceptionnel que nous terminons notre périple, un site mondialement connu, classé au patrimoine mondial de l'humanité, faisant partie des 7 merveilles du monde moderne, la Grande Muraille de Chine. Elle fut construite en continu du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIIe siècle. Elle débute depuis la côte, au nord de Pékin, et se termine au désert de Gobi, totalisant plus ou moins 20 000 km. La Grande Muraille se compose de tours de guet, placées tous les 75 mètres, et de pistes cavalières traversant des cols sur son parcours. D'après une légende, on prête à la Grande Muraille de Chine d'être le plus grand cimetière du monde, car 10 millions d'ouvriers seraient morts pendant sa construction, mais ils n'ont pas été enterrés dans la muraille, mais aux alentours. Chaque année, entre 15 et 16 millions de personnes visitent les différents tronçons restaurés, mais contrairement à une information largement répandue, la Grande Muraille de Chine n'est pas visible de la Lune. Le voyage, ce n'est pas d'arriver, mais c'est partir. C'est l'imprévu de la prochaine escale. C'est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose.